c'est un rapprochement qui essaie d'avoir dans le centre de ce rapprochement une flexibilité, ouverture d'esprit, non seulement entre des groupes qui sont différents du point de vue social, mais aussi du point de vue religieux. Ils ont essayé de créer un équilibre dans tous ces aspects-là de la société. Professeur Meir Baracher, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous. Je vous ai présenté, entre autres, comme le membre de la commission de préparation de la conférence de Jérusalem sur la Massortiout qui se tient à Jérusalem actuellement, entre autres titres, puisque vous avez été le directeur de l'Institut Ben Tzvi également. Je voudrais tout d'abord que vous répondiez à une première question. Qu'est-ce que la Massortiout ? Comment d'ailleurs la traduire en français ? Bon, alors peut-être on peut le traduire traditionnalisme, c'est-à-dire un attachement à la tradition, mais d'une manière assez différente de ce qu'on veut dire lorsqu'on parle de mouvements massorti, par exemple dans le judaïsme français ou en Europe ou en Amérique ou en Israël. Là-bas, quelle est la différence ? Il faut éclaircir ce point. Quand on parle de mouvement massorti, par exemple en France, donc on parle d'un attachement à la tradition, mais avec beaucoup de liberté d'interpréter les sources. Par exemple, quand on va dans des synagogues massorti et on regarde les sidurim, les livres de prière, on voit qu'il y a des différences dans les textes. On a la liberté. Ils ont la liberté d'échanger. Ça commençait déjà avec le mouvement réformiste en Allemagne du 19e siècle. Ça continue avec ces mouvements différents des réformistes et massortis, etc. De changer le texte, de effacer quelques phrases avec lesquelles nous ne sommes pas très à l'aise, qui ne vont pas avec nos idées. Ici, quand on parle de massortiout dans le contexte israélien, on ne parle pas de ça. On parle d'un attachement, c'est-à-dire des gens qui veulent se définir et non pas comme Hilonim, séculaire, et non pas religion pratiquant, mais quelque chose entre les deux. Alors. Et c'est... Oui. Alors justement, je vais essayer de recadrer cela un petit peu plus. Est-ce que Massortiout, ça signifie obligatoirement, parce qu'on comprend à travers ce que vous nous dites, effectivement, des gens traditionnalistes, on en connaît beaucoup par exemple en France, ce sont des gens qui conservent une partie de la tradition, qui douchent le Shabbat, qui peuvent aller à la synagogue, mais qui ne sont pas obligatoirement, on va dire, Shomrei Shabbat dans la définition orthodoxe du terme. Et moi, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que Massortiout, cela signifie obligatoirement Sfaradiout, être Sfarad, être issu d'Edot HaMizrach? Non, pas nécessairement. C'est-à-dire ça a commencé, je pense que le phénomène a commencé par les Sephardiout et le grand penseur qui est au centre de cette conférence, c'est le professeur Meir Buzaglo qui pense beaucoup de ces choses-là et il est lui-même séfarade et il insiste sur le fait que ça commence avec les juifs séfarades, mais ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué de façon que même dans la conférence, parmi les gens qui participent dans les conférences et parmi les gens qui s'intéressent dans ce phénomène, il y a beaucoup des Ashkénazes. Et quand on parle de ce Massortiout, on ne parle pas nécessairement des aspects religieux, on parle aussi des autres aspects, des aspects sociaux aussi, des aspects sociaux, des aspects moraux. C'est-à-dire c'est un phénomène beaucoup plus vaste que un attachement ou manque d'attachement à la tradition. Alors, c'est quoi les aspects sociaux, par exemple ? C'est-à-dire, est-ce que c'est remettre sur le devant de la scène une forme de discrimination dont on a été victime dans les années 70, on va dire, les Olim, ceux qui étaient issus de l'Aliyah du Maroc en particulier, ce qu'on avait appelé à l'époque les panthères noires, ou alors c'est différent ? Oui, entre autres choses, oui, c'est de voir, essayer de créer dans la société israélienne un équilibre différent entre les groupes qui composent cet groupe. Et oui, je parle de ça.
Mais vous ne trouvez pas que c'est, on va dire, vous ne trouvez pas un peu que, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est dépassé, c'est-à-dire ça existe toujours dans la réalité israélienne, il y a une discrimination entre séfarades et ashkénazes, il y a une frustration de la part des Sfardim, c'est pas un peu dépassé, c'est-à-dire ces mouvements qui avaient été développés, on va dire au début par les Panthères Noires, après par le parti Tami de Aaron Abuchatzera qui est décédé récemment, ensuite par le parti Chasse bien entendu qui joue sur cette corde-là. Est-ce que finalement aujourd'hui on peut toujours dire que un originaire d'Afrique du Nord est discriminé en Israël par rapport à un Ashkénaze? D'abord, à une certaine mesure, ça existe, mais c'est pas le centre de cette pensée de traditionnalisme. C'est pas essayer de montrer ce qui est négatif dans la société israélienne, mais plutôt d'essayer à faire que les groupes différents, séfarades et ashkénazes, d'autres groupes dans cette religion, seront ou créant un équilibre social, moral, économique dans la société. J'aurais pas mis l'accent sur les aspects négatifs, mais plutôt sur l'aspect. Alors l'aspect positif, c'est qu'est-ce que peut apporter la Masortiout à l'État d'Israël? Est-ce que c'est d'abord culturel, c'est aussi religieux? Est-ce que c'est au niveau de la société un rapprochement plutôt que des divisions, des catalogages dans la société israélienne? Oui, c'est un rapprochement qui essaie d'avoir dans le centre de ce rapprochement une flexibilité, ouverture d'esprit, non seulement entre des groupes qui sont différents du point de vue social, mais aussi du point de vue religieux, du point de vue de toutes sortes, et aussi vis-à-vis autrui, y compris ce autrui qui est arabe, c'est-à-dire une ouverture vers autrui qui est différent de ce qu'on trouve souvent dans la tradition. Essayer de créer un équilibre dans tous ces aspects-là de la société. Alors, lorsque l'on parle de cela et qu'on essaye de le traduire sur l'échiquier politique israélien, être Masorati, ça veut dire, dites-moi si je me trompe, être membre du Likoud ou autre chose? Non, je pense pas qu'il faut. Non, pas du tout. Je pense que les Masorati, on les trouve partout. On voit ça dans la conférence. Quand même pas à Meretz, quand même pas dans d'autres formations politiques israéliennes. Et je pense qu'on le trouve. Et si on parle de point de vue politique, on trouve les gens avec les tendances politiques aussi dans les membres des autres partis israéliennes. Et c'est vrai que parmi les membres de Likoud, ils constituent une grande partie, une grande majorité, mais je pense que ça dépasse les divisions politiques. C'est beaucoup plus vaste et trouvable dans toutes les couches de la société israélienne. Alors, et c'est peut-être le problème, c'est peut-être la raison pour laquelle, à votre avis, le président de l'État, le précédent, Reuven Rivlin, lorsqu'il avait fait son fameux discours en 2015 sur les 4 tribus d'Israël, eh bien, il avait tout simplement apparemment omis les Masoratim, il avait parlé des sionistes religieux, des orthodoxes, des arabes israéliens et des laïcs, mais il n'avait pas parlé de Masorati. Pourquoi? Je pense qu'il faut pas parler des Masorati comme un autre tribu. C'est pour ça qu'il n'a pas énuméré. C'est pas un autre tribu parmi les tribus qu'il a mentionné ou un tribu supplémentaire. C'est une tendance qui se trouve dans la société, dans toutes ses parties. Donc, c'est pas un tribu. C'est quelque chose qui est au-delà de la division tribale, à mon avis. Et est-ce que aujourd'hui, vous avez le sentiment que dans l'échiquier politique israélien, il y a une place pour une formation politique qui défendrait, on va dire, justement ce message des Masoratim, ou alors finalement le fait de transposer cette idéologie Masorati à la polique, par définition, ça risque d'aller à l'encontre, puisque c'est d'emblée cliver et créer une autre formation, un autre parti, alors que vous voulez être au-delà des partis, peut-être? C'est-à-dire, notre pensée sur ces sujets, à ce moment-là, est essayer d'éviter l'entrée à la pensée politique ou à des partis politiques. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se développer comme ce qui arrive dans toute société, y compris Israël et dans toutes les époques. C'est toujours possible que les choses qui ne commencent pas politiques et
et ont le besoin plus tard d'attacher à la politique afin de pousser vers l'avance et leur pensée. Alors c'est à ce moment-là, la politique ne fait pas partie de ce groupe, ce projet de traditionnalisme, mais je n'exclus pas qu'un tel développement va arriver plus tard. On en entend parler. Le fait qu'il y a des politiciens qui viennent intervenir, s'intéresser, déjà, ce phénomène-là risque d'aller vers le politique, mais ce n'est pas le but. Et c'est pas le pensée de ce moment-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de cette Masortiyut, de cette tendance, parce que après 2 années et demie de crise politique, eh bien, peut-être qu'il y a une aspiration de la part d'une partie de la population à un changement, à des idées un peu comme celles qui sont véhiculées par le mouvement de Masortiyut, pas le mouvement Masorati, mais le mouvement Masortiyut. Je pense que oui. On a besoin d'entendre d'autres messages, de voir d'autres options dans la conduite politique et sociale et morale israélienne. Et je pense que cette Masortiyut a vraiment un bagage des aspects qui peuvent aider à faire un changement dans la culture politique, sociale et religieuse israélienne. Et j'espère que ça va réussir. Une dernière question, un peu pour revenir peut-être un peu sur les discriminations. C'est quand même assez étonnant parce que je regardais votre biographie tout à l'heure et je sais que vous êtes le frère du professeur Moshe Baracher, qui est le président de l'Académie d'Israël. Le fait que et du professeur Shlomo Baracher, le fait que il y ait parmi les principes 3 frères, 3 professeurs Baracher qui étaient Ben Harosh avant au Maroc, qui soient à des postes aussi importants, c'est peut-être justement en contradiction avec cette forme de discrimination. C'est la preuve que n'importe qui peut arriver, c'est-à-dire pas n'importe qui, mais en tout cas des personnalités peuvent arriver s'ils le veulent avec beaucoup de détermination, qu'ils soient issus de l'Aliyah des Juifs de l'ex-Union soviétique ou de l'Aliyah du Maroc ou de l'Aliyah de France ou de l'Aliyah des États-Unis. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai jamais senti une discrimination dans ma expérience dans la vie en Israël. Jamais j'ai eu cette expérience ni à l'école, ni à l'université, ni ailleurs. Mais ça n'exclut pas qu'il y a quand même des gens qui ont ce sentiment et c'est pas seulement c'est ça sur des fondements qui existent. C'est pas quelque chose comment on dit, virtuel. Eh bien, professeur Meir Baracher, merci beaucoup de nous avoir intéressés à cette tendance donc de la Masortiyut qui va s'exprimer aujourd'hui également et demain dans ce forum. C'est un forum qui est ouvert, une conférence qui est ouverte à tous. On peut se connecter à tout le monde. Je vous recommande de venir parce qu'il y a aussi des programmes, beaucoup de programmes de musique qui sont ouverts à tout le monde et qui sont vraiment d'une très grande valeur et qualité. Eh bien, merci beaucoup, professeur Baracher, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée, Be'atzlacha pour cette conférence. À bientôt. Toda rabba, et au revoir.